L'affaire Boukangalonzo, qui oppose l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo à l'IGF, prend une autre tournure. D'un côté, la demande de la levée des immunités a été rejetée par les sénateurs et de l'autre, Augustin Matata Ponyo porte plainte contre l'IGF pour dénonciation calomnieuse, à suivre dans ce journal. Le ministre des Transports et Voies de Communication entame une série d'audits pour l'amélioration de la gouvernance de son secteur. À la barre, les directeurs généraux et autres responsables appelés à fournir des explications claires sur leur gestion. Début ce vendredi du procès en flagrance de 34 personnes interpellées pour entre autres violences, meurtres et destructions méchantes lors de la célébration de la fin du Ramadan à Kinshasa. Nouvelle édition du journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. Kinshasa a connu une triste fin de Ramadan, vous le savez. Le procès en flagrance de 34 personnes interpellées se poursuit ce vendredi. Pour rappel, 2 fractions de la communauté musulmane se sont livrées aux violences aux alentours du stade des Martyrs. Ces dernières ont fait plusieurs blessés et endommagé des véhicules de la police. Mais justement, en rapport avec ces émeutes, la communauté islamique en RDC a fait une mise au point sur ces incidents malheureux et exige une commission interinstitutionnelle pour faire la lumière. Regardez. Revenons à la situation d'hier. Tous les services concernés sont au courant du rejet de la personne de Cheikh Abdallah Mangala suite à sa gestion chaotique de ce 2 mandats à la tête de la communauté, caractérisée par le détournement de biens de la communauté, l'immoralité, en calomniant les imams de terroristes, pour ne citer que cela. Raison de l'ensemble de fidèles musulmans de manifester publiquement depuis 2013 pour exiger sa démission et son retrait dans les affaires de la Comico conformément aux prescrits coraniques et prophétiques. Pour ce faire, la Comico sollicite une commission interinstitutionnelle, présidence de la République, Parlement, primature, ministère sectoriel, services de sécurité, cours et tribunaux, afin de statuer sur les cas de cette crise tout en dégageant les responsabilités de tout un chacun. L'identification des projets des provinces à financer dans le cadre du programme sino-congolais a été parmi les matières importantes examinées ce vendredi à la plénière de la Chambre du Parlement présidée par Modeste Bahati Lukwebo. C'est l'occasion de fustiger cette tendance des compatriotes de s'attaquer au symbole de l'État, à la police, et ça prend maintenant une expansion. Nous ne pouvons pas accepter que le symbole de l'État soit ainsi entamé, sinon il n'existera plus d'État. Ces mots représentent l'indignation de la Chambre haute du Parlement suite aux heurts survenus hier jeudi à Kinshasa au stade des Martyrs entre musulmans et policiers. Au cours de cette plénière, les sénateurs ont également auditionné la réplique de leur collègue Prince Kaoumba à leurs préoccupations en rapport avec sa proposition de loi sur la transplantation d'organes des tissus et celle du corps humain. La plénière a décidé de l'envoyer à la commission mixte sociologie culturelle et PAJ. Quant au sénateur Lilongo Lori, auteur de la proposition de loi portant répression des infractions en matière de stupéfiants, substances psychotropes et les précurseurs, après audition de sa réponse, cette proposition de loi a été envoyée à la commission socio-culturelle. Le rapport additif de l'ECOFIN sur l'identification des projets des provinces à financer dans le cadre du programme sino-congolais était aussi inscrit à l'ordre du jour. Le sénateur Moïse Kanga a répliqué aux préoccupations de ses collègues. Il lui a été aussi suggéré la prise en compte de toutes les entités provinciales dans les projets de construction, réhabilitation et acquisition
réquisition des infrastructures de base. Le rapport a été envoyé au gouvernement. Le président du Sénat, Modeste Bacilukwebo, a informé l'Assemblée de 2 réquisitions émanant du procureur général de la République qui sollicite la levée des immunités de 2 sénateurs. Il s'agit de Matata Ponyo et Ida Kamoji. Ces dossiers ont été traités à huis clos. C'était l'une des décisions les plus attendues cette semaine. Les sénateurs se sont opposés à la levée des immunités parlementaires de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Le sénateur, qui a eu l'occasion de présenter ses moyens de défense devant ses collègues, a juré n'avoir jamais détourné ne serait-ce qu'1 dollar du projet parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo. Après plusieurs heures de débats, les sénateurs se sont prononcés solidairement à l'un d'eux, Augustin Matata Ponyo. Au cours d'une séance à huis clos consacrée sur l'examen de la levée des immunités de Matata Ponyo, une demande qui a été faite par la justice congolaise, le Sénat a voté contre. Et ce vote a comme conséquence, l'ancien Premier ministre reste sénateur et ne se présentera peut-être pas devant la justice congolaise. Autrement dit, le procès de Bukanga-Lonzo reste hypothétique. Et au regard de ces votes, le sénateur Matata Ponyo ne sera plus entendu devant les procureurs près la Cour constitutionnelle. Le Sénat a retourné les réquisitoires au procureur général, estimant que l'ancien Premier ministre est justiciable devant la Cour de cassation. En novembre 2020, l'Inspection générale des finances a conclu dans un rapport que 205 millions de dollars américains sur le 285 décaissés par les trésors publics pour un projet pilote de parc agro-industriel Bukanga-Lonzo a été détourné. Pour l'inspecteur général des finances, l'échec de ce projet était planifié afin de pouvoir détourner les fonds attribués. 6 personnes étaient directement impliquées dans cette débâcle, dont 3 étaient couvertes par les immunités parlementaires. Au Sénat toujours, le siège du premier vice-président appartient à l'espace Grand Kasaï. Seulement, depuis la démission du sénateur Sami Badibanga-Ntita à ce poste, jusqu'à ce jour, personne ne l'a remplacé. Voilà ce qui justifie l'audience accordée au sénateur du Grand Kasaï par Modeste Bacilukwebo, qui a échangé avec cette délégation afin de trouver une réponse à ce problème et afin que le bureau du Sénat soit complet. Parmi les audiences accordées aujourd'hui par le président du Sénat Modeste Bacilukwebo, la délégation des sénateurs élus du Grand Kasaï, membres de l'Union sacrée conduite par les sénateurs de Nikambayi. Leurs échanges ont tourné autour de plusieurs points, notamment la situation du développement de l'espace Grand Kasaï, mais aussi la question du poste du premier vice-président du Sénat, un poste jusqu'à présent non occupé depuis la démission du sénateur Sami Badibanga-Ntita. Mais il était question, conformément à notre protocole d'accord au niveau de l'Union sacrée, que ce poste de premier vice-président revienne à l'espace du Grand Kasaï. C'était ça notre entente, notre arrangement particulier, pour ne pas le dire. Voilà pourquoi, comme les jours avançaient, nous sommes venus le rencontrer d'abord comme informateur. Et le numéro 1 de tous les sénateurs de l'Union sacrée au Sénat, le professeur Bahati, pour qu'il puisse servir le canal de transmission de notre note à son Excellence Monsieur le Président de la République, nous élus de l'espace du Grand Kasaï. Voilà la première préoccupation. La seconde préoccupation, c'était de lui parler également en ce qui concerne ces dossiers de premier vice-président. Alors tout s'est bien passé et nous attendons dans les jours qui viennent pour qu'on soit fixé par un calendrier et qu'on puisse terminer cette question, probablement peut-être avant la fin de cette session. Les sénateurs élus du Grand Kasaï se sont dit soulagés de cette rencontre qui leur a apporté des éclaircissements sur des questions restées depuis longtemps. L'état de siège décrété par le chef de l'État en Ituri continue de produire ses fruits. Au moins 2 miliciens du groupe armé Codeco ont été neutralisés. Plusieurs armes récupérées. C'était lors de l'assaut mené ce vendredi matin par les forces armées de la RDC contre les positions de la milice FPIC et Codeco. La force de frappe des FARDC n'est plus à démontrer. Au total, 6 éléments des groupes armés ont été neutralisés, 3 armes AK et plusieurs armes blanches récupérées par les forces armées lors d'une attaque menée au front nord et sud en territoire de Djougou et Irumu. Tôt le matin de ce vendredi, l'armée a lancé une offensive contre un groupe de la milice Codeco aux environs du village Ala, situé à 35 km
au nord-est de Djougou Centre, groupement de Djouna, secteur Walendu-Piti, où 2 éléments Codeco neutralisés et une arme AK-47 récupérée par les forces loyalistes. Par ailleurs, au front sud de Irumu, l'armée a mis en déroute un groupe de milices FPIC lors d'une patrouille de combat menée dans la zone de Massia, Nongo, Nyakoundé, à 52 km au sud de Bounia, chefferie Andisoma, en territoire d'Irumu. Ici, 4 miliciens FPIC ont été neutralisés et 2 armes AK-47 récupérées par l'armée loyaliste. Comme le confirme le porte-parole des opérations militaires en Ituri, le lieutenant June Gongo. Sur le théâtre des opérations, les forces armées sont résolument décidées pour traquer les ennemis et le poursuivre jusqu'à leur dernière cachette. Et partout où ils seront, nous serons là et ils seront délogés. Ces opérations sont menées à la lettre et à l'esprit au respect de règles internationales, humanitaires, mais aussi les règles d'engagement qui constituent notre critère du succès au sein des forces armées. Pour le gouverneur de l'Ituri et commandant des opérations, le lieutenant-général Johnny Luboya, tous les éléments des groupes armés sont appelés à déposer les armes, et cela sans condition, au risque de subir la puissance de feu des FARDC, déterminés à en finir avec l'insécurité dans cette partie de la République. Les opérations se poursuivent et tous les groupes armés sont appelés à déposer les armes avant les pires. Et dans le souci de compatir avec ses compatriotes de l'Ituri, le vice-ministre des Affaires étrangères, Sami Adoubango, a au cours d'un message apporté son soutien au FARDC à toute la population itourienne pendant cette période d'état de siège. Il a profité également de l'occasion pour remercier le chef de l'État pour sa nomination en tant que vice-ministre dans le gouvernement des Warriors. Assis et serein dans son bureau, le vice-ministre des Affaires étrangères, Sami Adoubango, lance en qualité des représentants de l'Ituri dans le gouvernement Sama Lukonde un appel à tous les seigneurs de guerre de sa province, déposer les armes et suivre la voie de la paix. Un appel à ceux qui ont pris les armes de quitter les groupes armés et de déposer leurs armes auprès des autorités établies. Que personne ne vous trompe. On ne défie pas l'État. La division, la haine, le tribalisme nous fragilisent et réduisent nos efforts. Halte à ces antivaleurs. Pour les vice-ministres des Affaires étrangères, Ituri reste un patrimoine commun qui devrait défendre et protéger contre les ennemis de la paix. Le sang qui coule dans nos veines est un sang iturien qui nous impose l'unité légendaire. Lèvons-nous comme un seul homme et agissons tous ensemble en faveur de la paix, condition sine qua non pour l'émergence de notre cher Ituri. C'est depuis le début du mois de mai que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé les opérations dans les 2 provinces Ituri et Nord Kivu pour combattre. C'est depuis le début du mois de mai que le président Félix Tshisekedi a décrété l'état de siège dans les 2 provinces du Nord Kivu et Ituri, en proie à des tueries et exactions. État de siège en Ituri et au Nord Kivu, la mesure est saluée par le député provincial du Sud Kivu, le Mwami Kabaré. Ce notable du Grand Kivu espère en l'aboutissement de cette opération à travers l'instauration de la confiance entre les FARDC et la population. Au cours de ce point de presse, Mwami Kabaré Rugema Nindi, chef de chefferie de Kabaré, a en tant que notable du Grand Kivu salué l'état de siège décrété par le chef de l'État au Nord Kivu et en Ituri. Cet élu provincial du Sud Kivu a proposé qu'il y ait coordination des troupes avec l'avènement du gouverneur militaire. Nous devons absolument restructurer. Je vous ai dit que dans mon entendement, il faut absolument qu'il y ait une coordination des troupes qui seront au sol. Et si possible, des troupes aéroportées ou des hélicoptères de combat. Pour la réussite de cette opération, Sa Majesté Mwami Kabaré estime que les forces armées de la République démocratique du Congo doivent avoir le moral et leur prime régulièrement, question d'avoir la confiance de la population et espérer une collaboration afin d'éradiquer les groupes armés. Quand elles se sentent en confiance ou en harmonie avec nos forces, ces populations sont les premières à dénoncer les endroits où se réfugient ces groupes ou ces bandes armées. Et pour qu'elles soient en confiance, il faut que nos troupes soient dans les conditions requises
pour ne pas tracasser. À en croire ce notable du Grand Kivu, après cet état de siège, l'armée congolaise peut retrouver sa notoriété des années 70. Début à l'Office de gestion de frais multimodal des audits par le ministre des Transports et Voies de Communication Chérubin Okende qui veut, par ces opérations, avoir des éléments rationnels pour l'amélioration de la gouvernance de son secteur. Les directeurs généraux et autres responsables de ces secteurs seront concernés pour donner des explications claires de leur gestion. Faisons suite à la réunion tenue hier jeudi entre le ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Chérubin Okende Senga, et les auditeurs du Conseil supérieur du portefeuille. Les directeurs généraux des entreprises du secteur de transport ont tous répondu ce vendredi à l'invitation du ministre Chérubin Okende. Dans sa communication, le ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements a annoncé aux auditeurs généraux qu'il a pris la mesure de lancer une mission d'audit de gestion dans toutes les entreprises de son secteur en vue d'avoir le diagnostic. Chérubin Okende a cependant souhaité à l'endroit des directeurs généraux une franche collaboration avec les auditeurs du Conseil supérieur du portefeuille. En lançant cette mission d'audit dans tous les démembrements de mon ministère, je voudrais avoir des éléments rationnels qui puissent me permettre d'améliorer la gouvernance de notre secteur. Vous le savez pertinemment bien, c'est un secteur grand, mais il comporte aussi beaucoup de difficultés, beaucoup de pesanteurs, beaucoup de défis à relever. Il faut signaler que cette activité a eu lieu au siège de l'Office de gestion du fret multimodal OGFREM en présence du vice-président du Conseil supérieur du portefeuille. Le ministre de l'économie nationale poursuit la série des réunions avec les opérateurs de son secteur. Ce vendredi, Jean-Michel Kalumba a reçu les responsables de la coopérative des petites et moyennes entreprises du Congo, COPEMECO, et de la Fédération nationale des artisanats, petites et moyennes entreprises du Congo, FENAPEC. Au menu, les priorités du ministère pour ces 100 premiers jours et les attentes ainsi que les modalités de collaboration. Au cours de son entretien avec les responsables de la coopérative des petites et moyennes entreprises du Congo et la Fédération des artisans petites et moyennes entreprises du Congo, le ministre de l'économie nationale s'est penché sur la problématique de l'exercice du petit commerce réservé exclusivement aux nationaux dans le pays. J'attends de vous, pour cette faire de l'innovation, plus de compétitivité, de la transparence ainsi qu'un comportement éthique de la part de vos membres s'agissant des échanges d'informations et du respect de la législation économique en vigueur. Dans sa feuille de route, le nouveau patron de l'économie nationale s'est dit déterminé à assurer la rationalisation des structures des prix des produits locaux de base, des biens de consommation courante importés et les prestations des services. Pour y arriver, le ministère veillera au strict respect du principe du juste prix dans la tarification des biens et services sur le marché. La délégation des opérateurs des PME était conduite par Jean-Pierre Mboukou et André Bobo Balou, respectivement président de la FENAPECO et président du conseil d'administration de la COPEMECO. Ils ont plaidé pour la lutte contre la concurrence déloyale dont ils ont souvent été victimes. Et nous pensons qu'il y a beaucoup de vertus, c'est dont nous félicitons le ministre. Nous osons croire que ces réunions vont se multiplier afin de mettre surtout, je dis bien surtout, la mise en application des lois. Le même jour, le ministre a aussi échangé avec les opérateurs du secteur manufacturier, principalement ceux qui œuvrent dans la cimenterie. Il était question d'échanger sur les voies et moyens de préserver l'industrie locale et par ricochet l'essor de l'économie nationale. Au sortir de la réunion, Martin Kaembe, directeur commercial de PPC, se confie. Il nous a écoutés et il nous semble qu'il connaît très bien nos problèmes et qui sont très importants, entre autres le problème que nous avons avec les produits importés frauduleusement qui mettent à mal nos productions locales. Il faut signaler que la difficulté que rencontrent les cimentiers congolais est à la base du prix exorbitant du ciment dans les provinces éloignées de Kinshasa et du Congo central. Le ministre des Finances s'est engagé à débourser 17 millions de dollars avant le 16 juin pour le financement des vaccins traditionnels. Ce vendredi, en échange avec son collègue de la santé publique, ils se sont convenus de cette somme en appui à celle prévue par les partenaires d'ici la fin de l'année, à savoir 61 millions de dollars américains.
C'est ce jeudi qu'a eu lieu une réunion de haut niveau entre différents ministères, entre autres les budgets, les finances, la santé, en présence du conseiller spécial du chef de l'État en matière de santé et différents partenaires pour un financement de l'achat des vaccins traditionnels, de la lutte contre plusieurs épidémies qui frappent le pays. Nicolas Kazadi, ministre des Finances, affirme que le ministère a pris la décision de payer 17 millions de dollars avant le 16 juin pour les financements des vaccins traditionnels de lutte contre la rougeole, la poliomyélite et autres maladies. Nicolas Kazadi affirme que grâce au président de la République, il y a une progression exceptionnelle en termes de financement des vaccins traditionnels de 35%, 4 millions de dollars en 2019 et 53% en 2021, soit 17 millions de dollars. D'abord, c'est important de rappeler qu'en 2019, le chef de l'État a engagé son leadership sur la question des vaccins. Et grâce à ce leadership, des efforts ont été consentis qui ont permis d'amener le taux de couverture vaccinale pour les enfants, pour la République, d'environ 30% à 53%. Et donc, il fallait préserver cet acquis, alors que nous constations qu'en 2021, aucun paiement n'avait encore été fait pour assurer les vaccins. Encore le ministre de la Santé, le docteur Jean-Jacques Mbungani, le coût annuel pour l'année 2021 sur l'approvisionnement de vaccins est estimé à 78 millions de dollars américains. L'appui des partenaires est environ de 61 millions de dollars et dans le reste, les 17 millions de dollars sera un effort du gouvernement. Le ministre du Budget, Aimé Boji Sangara, a pris l'engagement à l'issue de cette réunion d'inscrire le pays à l'achat des vaccins dans les prévisions budgétaires de l'exercice 2022. La foire économique de Kinshasa aura effectivement lieu du 2 juillet au 2 août de cette année. 2 mois avant sa tenue, ses organisateurs étaient face à la presse ce vendredi pour présenter en résumé cette grande rencontre qui devra faciliter l'accès au financement formel et donner l'opportunité du business aux jeunes Congolais. C'est avec ces mots que Alain Ingila, initiateur de la foire économique de Kinshasa, a ouvert la conférence de presse organisée ce vendredi à l'hôtel Pullman. La foire, arrivant à pas des géants, ses organisateurs ne veulent laisser personne de côté. Il est ici question de dynamiser notre économie. Un mois d'échange entre entrepreneurs, des possibilités d'investissement, tout le déroulé a été passé au peigne fin. Que nous sommes ici présents pour, bien sûr, appuyer cette initiative de la FEKIN. La foire économique a également annoncé l'ouverture de l'enregistrement des stands qui seront ouverts à la concession GB de Ngaliema. C'est pour relancer le secteur privé en RDC afin de faire de notre économie, de rendre notre économie beaucoup plus dynamique et beaucoup plus compétitive afin de pouvoir attirer des investisseurs. Les investisseurs, sachez-le très bien, ne viennent pas dans une économie qui n'est pas dynamique. Okay, et nous pensons qu'avant d'appeler qui que ce soit, nous devons nous-mêmes serrer nos ceintures afin de s'apprêter pour recevoir des éventuels partenaires. Ceux qui veulent souscrire doivent le faire maintenant. Nous avons installé notre QG, notre quartier général au GB, dans la concession de GB, juste derrière le Décathlon, là où il y a des chapiteaux. La rencontre économique a pour objectif de permettre une interaction pratique et efficace entre les entreprises privées et publiques avec les consommateurs. Il s'est tenu sur 2 jours à Kinshasa à l'atelier de validation de la stratégie nationale de prévention des conflits, de stabilisation et de renforcement des communautés. Au Pullman Hotel, plusieurs échanges et exposés autour de cette thématique. Pays membre de l'IDA, la République démocratique du Congo a abrité durant 2 jours cet atelier qui a largement réfléchi autour de la question. À ce jour, au vu des informations disponibles, la RDC remplit le critère d'éligibilité quantitatif qui l'identifie comme l'un des pays à risque de conflits de haute intensité ou de violence à grande échelle. Cette stratégie nationale pourra permettre à la République démocratique du Congo de bénéficier de l'allocation pour la prévention et la résilience. L'histoire de l'humanité est jalonnée de situations de conflits et de violence qui lui ont toujours enseigné à rechercher dans son propre génie les solutions pour stopper les cycles de crise de manière à assurer durablement la poursuite de son chemin vertueux vers un développement soutenable. À ce titre, la République démocratique du Congo sait qu'elle peut compter sur ses nombreux partenaires extérieurs, principalement la Banque mondiale, son partenaire historique,
qui se montre toujours disponible à mobiliser des ressources supplémentaires en vue de la soutenir à réussir sa démarche de stabilisation. Un atelier qui a permis, entre autres, de présenter le draft de cette stratégie proposée par le comité de rédaction, mettre en commun les observations et recommandations après des travaux en groupe, mais surtout valider cette stratégie nationale. Au moins 50 personnalités ont pris part à cet atelier, dont les membres délégués des ministères sectoriels, des institutions et de la société civile. La direction générale de la SONAS a récompensé le mérite de ses agents et cadres pour l'exercice 2020 pour leur dévouement dans la recherche permanente des affaires. La cérémonie a été marquée par la remise des brevets aux cadres et agents de la SONAS. C'est une première du genre. La cérémonie sanctionna les agents et cadres de cette entreprise publique qui ont témoigné d'une prise de conscience devant l'immensité des défis à relever, rendant ainsi la SONAS ISA plus compétitive sur les marchés concurrentiels dans le monde des assurances en République démocratique du Congo. Ainsi, la SONAS ISA se rassure de sa stratégie de marketing avec le concours d'un personnel doté des qualités techniques. Il vous souviendra que lors de la cérémonie de signature des contrats de performance avec les directeurs de région intervenus au mois de février de l'exercice en cours, nous avons pris l'option de sanctionner positivement les agents et cadres qui auront excellé dans la production au sein de notre entreprise. En marge de la mise à la retraite d'un grand nombre de cadres et agents dotés de qualités techniques accouplées d'une richesse dans le domaine des assurances, notre entreprise ne peut asseoir sa stratégie de marketing et de conquête des affaires qu'avec le concours du personnel encore en activité sous l'accompagnement de la direction générale. Parmi les récompensés figure la gestionnaire de la SONAS Sosimat. Tout en saluant les efforts des uns et des autres, et loin de nous la prétention d'entretenir un esprit de concurrence déloyale à l'interne, il nous revient de constater et d'encourager les prouesses particulières des producteurs dans les agences de Kinshasa qui ont mis à la disposition de la direction générale les données prises en compte pour une sélection objective des agents et cadres ayant sensiblement émergé dans l'acquisition des affaires, parmi lesquels figure la responsable de l'agence des Sosimat. Nous citons Madame Boulonza Tamirira Goretti, à qui nous décernons les prix d'excellence du directeur général. C'est en connivence avec les conseils d'administration que la direction générale de cette entreprise publique s'est employée à récompenser les mérites de ses agents et cadres. Revenons sur le déplacement du chef de l'État Félix Tshisekedi à Lubumbashi. L'Alliance des forces démocratiques du Congo, Fédération Haut-Katanga, a participé activement à l'accueil. Une mobilisation tous azimuts qui démontre le soutien du parti de Modeste Bahati à l'autorité morale de l'Union sacrée de la nation. Sous la conduite de la présidente fédérale Tekla Ponzi Muyumba, les militants et cadres du parti cher à Modeste Bahati Lukwebo se sont amassés le long des grandes artères de la capitale du cuivre et à la grande place Moïse Tshombe où une foule immense attendait le président de la République pour lui démontrer son soutien. Dans son message, l'autorité morale de l'Union sacrée de la nation est revenue sur l'objet de sa mission qui consiste à se rendre à Kolwezi pour le lancement de la nouvelle usine de KCC et le nouvel immeuble de la Banque centrale au Lualaba. Pour lui, il n'est pas normal qu'un pays aussi riche en ressources minières manque des hôpitaux. Nous voulons un partenariat gagnant-gagnant avec les investisseurs de nos mines, a-t-il renchéri. Souci nabiso ezali kobongisa activité économique poto ebi que na activité économique wanande tokobota richesse oyo ekopermettre biso tobongisa mboka na biso tobongisa situation ya bakongolais. Yango wana nazali très sévère na ba investisseur o bazali koyaka ka kozwa biloko na biso mais bazali kolinga kokomisa biso pe ba richité. Or na likambo yo ya investissement ezalaka toujours gagnant. Dans le Haut-Katanga, comme partout en RDC,
l'Alliance des forces démocratiques du Congo soutient les actions du chef de l'État pour le bien-être du peuple congolais. La fédération du Haut-Katanga l'a encore démontré ce jour. Les Lualabais aussi ont réservé un accueil chaleureux au président de la République ce jeudi à Kolwezi. Félix Tshisekedi a profité de cette occasion pour inaugurer le nouveau bâtiment de la Banque centrale du Congo. Mais une situation a dérangé la population, à savoir l'absence de son gouverneur Richard Mouyej qu'ils ont réclamé durant l'adresse du chef de l'État. Après qu'on l'ait attendu pendant plus de 5 heures à l'aéroport de Kolwezi, la foule a accompagné le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans une longue procession jusqu'ici au rond-point Mwangeji où il a tenu son discours. Yango na eko solo langa baninga na biso, ba partenaire na biso, po ete likambo wana toyokana na bango libela ekozala obele sikoyo gagnant. Yango bitumba na ngai ezali Congolais azala heureux, épanoui na mboka na ye. Absent de sa province, des voix se sont tout de même élevées pour réclamer le retour du gouverneur Richard Mouyej. Après son adresse à la population lualabaise, le président de la République s'est rendu dans les installations minières, notamment à Sikomine et Kamotokopa Company pour une séance de travail. Félix Antoine Tshisekedi a en dernier lieu coupé le ruban symbolique du pavillon présidentiel et de la Banque centrale du Congo, 2 édifices dont l'érection a été rendue possible grâce à l'implication de Richard Mouyej, gouverneur du Lualaba, qui séjourne encore à Kinshasa. Le même jour, le président de la République a regagné la capitale. Pour la première fois depuis 2003, le Sud Kivu dispose d'une centrale régionale de distribution des médicaments et d'un parc automobile pour la fourniture des médicaments à plus de 1000 formations sanitaires. C'est le gouverneur de cette province, Théo Ngwabidje, qui l'a inauguré aux côtés du ministre de la Santé et d'autres partenaires. La coupure du ruban symbolique marque le lancement par le gouverneur de province, Théo Ngwabidje Kassi, des activités de la centrale régionale d'achat et de distribution de médicaments essentiels et génériques au Sud Kivu. Cette centrale permettra à la population d'avoir un accès facile aux produits pharmaceutiques et il en est de même des institutions sanitaires publiques ou privées agréées dans les 34 régions de santé que compte la province du Sud Kivu. Financée par la coopération suisse, les travaux de construction de cette centrale d'achat et de distribution de médicaments avaient été lancés en 2019 par le gouverneur de province dans le cadre du programme d'appui au système de santé du Sud Kivu. Le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi a salué une coopération agissante entre la République démocratique du Congo et la Suisse dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de la couverture santé universelle sa priorité absolue. L'installation effective de la centrale de distribution régionale des médicaments vient répondre à cette importante préoccupation du gouvernement provincial. Je reste convaincu qu'avec l'implication de nos partenaires habituels et toute notre population, elle nous aidera à réglementer les secteurs pharmaceutiques. Elle nous apportera certainement la meilleure solution pour améliorer la qualité des soins dans nos structures sanitaires et par-dessus tout, améliorer les conditions de vie de nos populations. Théo Ngwabidje Kassi a visité les différents rayons achalandés en produits pharmaceutiques de haute qualité. Le gouverneur en a profité pour rappeler qu'il avait lancé un programme d'assainissement du secteur pharmaceutique et mis sur pied la commission provinciale de médicaments afin d'améliorer la disponibilité des médicaments essentiels, des vaccins et des intrants spécifiques sur l'étendue de la province afin de combattre la circulation et la consommation des produits pharmaceutiques périmés qui mettent en danger la vie de la population. Désormais, la synergie des notables et associations de l'espace Grand Kasaï comptera à ses côtés les Né Congo pour le développement du Grand Kasaï Congo central et la RDC. Ce week-end, les notables Né Congo ont été accueillis par le sénateur Denis Kambaye au siège de la SINAGECA. Les deux partis parlent maintenant le même langage, celui de l'unité nationale pour le développement du Congo. Sous l'initiative du sénateur Denis Kambaye et dans l'apolitisme, les jeunes leaders Né Congo ont passé le week-end ensemble avec ceux de l'espace Grand Kasaï au siège de la SINAGECA.
Cette rencontre était un rappel aux uns aux autres sur l'histoire de l'existence des 4 anciennes provinces après le tout premier découpage territorial de la RDC de 1914 à 1933. On comptait la province de l'Équateur, les Katanga, la province orientale et celle du Congo-Kasaï qui regroupaient les Grands Kasaï et les grands espaces né-Congo. C'était aussi le moment de dire merci à la population du Congo central ainsi que leur gouvernement provincial pour l'accueil chaleureux réservé aux membres de la CNAGK lors de leur séjour pour la campagne de la paix et la cohabitation pacifique intercommunautaire sensibilisée dans le Congo central de Kassangoulou à Mwanda par les sénateurs de Nikambayi. Aujourd'hui, c'est la prise de conscience entre des jeunes leaders des Congo et les jeunes leaders du Grand Kasaï de se mettre ensemble, partager un petit repas en famille et se saluer et se parler en famille. Moi, j'ai des larmes aux yeux et quand je vois aujourd'hui, on est en harmonie, on a Ndeko Lumumba. Au Sangisi, ba musicien té. Donc, yo moi na au Sangisi siko ba no kona yo o bazo kanate. Merci. Nous sommes rencontrés pour ramifier, pour souder et consolider notre unité. Autour d'un repas offert par la CNAGK à ses hôtes, la soirée s'est passée dans une ambiance de bon enfant. La CNAGK prépare cette fois la même campagne dans le Grand Bandou. Au sujet de sa promesse sur la reprise de la desserte d'eau à Kinshasa, le sénateur Fikiri Alima Dieudonné présente ses excuses aux bénéficiaires et annonce la distribution d'eau à travers les camions-citernes pour pallier à de tels désagréments. Liant la parole à l'acte, le promoteur de la Fondation Fikiri Solidarité et Développement a réagi favorablement aux cris de détresse et pression de la population de Kinshasa qui réclamait la reprise de la desserte en eau potable, arrêtée suite à une panne qui avait endommagé la motopompe. À ce jour, les plaidoyers de la population de Kinshasa produisent déjà ses fruits grâce à un forage installé par la Fondation Fikiri dans ces coins de la capitale congolaise. À s'inquiéter outre mesure quand de panne surgissent dans certains de nos sites, parce que c'est nous qui donnons de l'eau dans cette contrée de la capitale. Aussitôt que nous avons eu l'information qu'il y avait pénurie, nous nous sommes mis et on a déjà apporté la correction. Les activités de distribution d'eau dans cette partie de la capitale, qui aujourd'hui s'accompagne aussi par une distribution dynamique à travers les camions, ça se poursuit et ça se poursuivra petit à petit, et selon les moyens qu'on peut avoir pour mobiliser dans cette activité. Pour sa part, la population de Kinshasa n'a pas tari d'éloges à l'endroit de son bienfaiteur. La Fondation Fikiri, qui milite pour le bien-être de la population de ce coin, compte en faire plus. On passe au rappel des principaux titres. L'affaire Boukangalonzo, qui oppose l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo à l'IGF, prend une autre tournure. D'un côté, la demande de la levée des immunités a été rejetée par les sénateurs et de l'autre, Augustin Matata Ponyo porte plainte contre l'IGF pour dénonciation calomnieuse. Vous avez suivi dans ce journal. Le ministre des Transports et Voies de Communication entame une série d'audits pour l'amélioration de la gouvernance de son secteur. À la barre, les directeurs généraux et autres responsables appelés à fournir les explications claires sur leur gestion. Début ce vendredi du procès en flagrance de 34 personnes interpellées pour, entre autres, violences, meurtres et destructions méchantes lors de la célébration de la fin du Ramadan à Kinshasa. Merci à tous de votre attention. L'actualité continue sur votre chaîne. Excellent week-end. Téléchargez les infos Télé 50
sur www.télé50.cd. Il est difficile de croire que cela fait 1 an que nous avons dit au revoir au professeur Jonas Chamoina. 1 an passé, la douleur ne disparaît pas, le temps passe, mais la pensée reste. En ce jour qui a marqué nos esprits, la famille Chamoina vous invite ce samedi 15 mai à prendre part à une messe d'action de grâce qui va débuter à 14h pour commémorer la mémoire de votre frère Jonas Chamoina qui nous a été cher et des souvenirs très positifs nous comblent l'âme. Lieu de la messe, paroisse Sainte-Anne de la Gombe, avenue des Aviateurs Doumi numéro 1, quartier Gare Centrale. Retrouvailles après messe, hôtel Jimmy Beauvant, derrière le Palais du Peuple, à 16h30.